tous, bonsoir à tous. Alors, merci à tous d'être là pour cette conférence qui est organisée par l'association Action Citoyenne de la Victoire, qui est une association qui est issue du groupe des Gilets jaunes du rond-point de la Victoire. Voilà. Eh bien, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Bernard Friot. Nous le remercions chaleureusement. Merci beaucoup pour votre présence, Bernard. Merci surtout pour votre travail acharné, qui nous nourrit beaucoup, votre travail de communicant et d'écrivain. Nous sommes très fiers de vous recevoir ce soir. Et bien voilà, comme je vous l'ai dit, nous sommes issus du groupe des Gilets jaunes. Nous sommes des résistants et des combattants. Et merci encore d'être là. Écoutez, vive les Gilets jaunes, ça j'ai à le dire, et surtout, vive la France libre. Bien, merci beaucoup aux Gilets jaunes du rond-point de la Victoire, et puis à vous tous qui êtes là ce soir. Le thème annoncé de la soirée, c'est « Les retraités sont-ils des travailleurs ou d'anciens travailleurs ?» La question peut peut-être surprendre, puisqu'en général on définit les retraités comme d'anciens travailleurs, justement, et il ne semble pas qu'il y ait de débat sur la question. Mais en réalité, la retraite est l'enjeu d'un conflit qui est né dès le 19e siècle, et je voudrais donc commencer par un petit rappel historique pour bien situer le conflit actuel dans un conflit qui en réalité dure depuis 150 ans. Vous avez en France, dans notre histoire nationale, deux façons de construire la pension de retraite. La première, qui s'affirme dans notre histoire, c'est la retraite des fonctionnaires. Sont les premiers, disons, à avoir une retraite telle que elle fonctionne encore aujourd'hui. Et cela remonte à 1853. En 1853 est créée la pension de retraite des fonctionnaires. Et cette pension de retraite s'appelle très vite la poursuite du traitement. Et elle est construite comme la poursuite du traitement, c'est-à-dire que les fonctionnaires ont une retraite qui est calculée à partir de leur dernier salaire. Alors, en 1853, c'est le salaire moyen des 6 dernières années. Mais nous sommes dans une période qui ne connaît pas d'inflation du tout. L'inflation ne va ne démarrer qu'avec la Première Guerre mondiale, de façon structurelle. Et en fonction de la durée de carrière, chaque année de carrière validée valant 2% de ce salaire moyen de fin de carrière, il est entendu que le salaire brut, c'est le salaire brut, il est entendu que la pension ne peut pas être supérieure à 75% de ce salaire brut, d'où la règle des 37 ans et demi, qui donc se met en place très vite. Les fonctionnaires ont une pension qui est complète dès lors qu'ils ont 37 années et demie de service validé, et leur pension est calculée sur la base de leur salaire moyen des 6 dernières années. Voilà le dispositif dès le milieu du 19e siècle. C'est un dispositif tout à fait ancien. À quoi est-il dû? Il est dû au fait que, et là c'est apparu une vingtaine d'années plus tôt, les fonctionnaires sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste.
Si vous prenez un salarié du privé, ses droits sont liés à son poste. C'est son poste de travail qui décide de ses droits. Dans la convention collective, son poste est à tel niveau de qualification et son salaire va être défini par le niveau de qualification de son poste. Et c'est pour cela aussi que s'il n'a pas de poste, il est au chômage. Alors il y aura une conquête à partir des années 60, 1960, d'un droit au salaire pour les chômeurs, avec un salaire de remplacement. Mais le cœur du salaire dans le privé, c'est qu'il est fondé sur l'emploi, sur le poste de travail. C'est le poste que j'ai qui décide de mon salaire dans le meilleur cas, hein, c'est-à-dire dans le cas où l'entreprise respecte le salaire de la convention collective. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'embauchent pas du tout au salaire de la convention collective. Les jeunes sont embauchés sur des CDD de mission, sur des contrats qui vont les payer à la tâche, hein, et non pas à la qualification de leur poste. Mais prenons le meilleur des cas, hein, de travailleurs qui sont payés à la qualification de leur poste. Ils connaissent le chômage puisque leurs droits sont liés à un poste de travail qu'ils peuvent perdre. Dans la fonction publique, là nous sommes dans une toute autre situation, et cela s'est créé dans les années 1830, c'est là que ça démarre, une toute autre situation. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Il ne change de salaire que s'il change de grade. Parce que ses droits ne sont pas liés à son poste de travail. Alors évidemment, la classe dirigeante ne supporte pas cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui se multiplient les primes. Les augmentations de salaire dans la fonction publique se font par des primes et non pas par une augmentation de l'indice. L'indice, ça exprime le grade. Et les primes, elles sont liées au poste de travail. Donc il y a une tentative de mettre les fonctionnaires dans la situation du privé où ils sont payés pour leur poste et non pas pour leur grade, d'accord ? Dès lors que la prime devient un élément essentiel dans le salaire et se substitue au point d'indice. Le point d'indice ne fait l'objet d'aucune négociation depuis maintenant presque une vingtaine d'années, pratiquement. Les augmentations se font par prime. Mais je reviens donc à cette première ligne d'invention de la pension de retraite. Les fonctionnaires, c'est ce qui définit un fonctionnaire, c'est ce qui définit la fonction publique. Un fonctionnaire, il a un grade. Et ce grade, c'est un attribut de sa personne. Alors il est ouvrier d'État, il est capitaine s'il est dans la militaire, il est professeur certifié, enfin peu importe son grade. Mais c'est ce qui définit son salaire. Son salaire est attaché à sa personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. Il n'y a pas de chômage dans la fonction publique parce que les droits sont attachés à la personne du fonctionnaire et non pas à son poste. Et cela conduit tout naturellement le législateur, dans la mesure où le grade d'un fonctionnaire ne s'éteint pas avec la fin de son service. Je sais pas quoi, un professeur certifié est certifié jusqu'à sa mort, un capitaine est capitaine jusqu'à sa mort, donc le grade ne s'éteint pas avec la fin du service, et donc le salaire continue. Vous avez cette invention inouïe, hein, tout à fait inouïe, qui va faire l'objet de controverses considérables, qui va être contestée, enfin, etc., considérablement tout au long du XIXe siècle, cette invention du salaire continué. Un fonctionnaire a un salaire continué jusqu'à sa mort. Et pour les fonctionnaires d'État, par exemple, il n'y a pas de caisse des salaires, aucune caisse. C'est le Trésor public qui continue à payer les fonctionnaires d'État. Et aucun compte, évidemment, n'est tenu de cotisation dans le calcul de la pension. Le calcul de la pension, c'est un salaire de référence, le meilleur, puisque c'est celui, au départ des 6 meilleures années,
Mais avec l'inflation, progressivement, ça s'est raccourci. Hein, et à partir des années 30, ce sont les 6 derniers mois. Il y a beaucoup de conflits entre la Première Guerre mondiale, dans laquelle apparaît l'inflation, et les années 30, beaucoup de conflits sur le salaire de référence des fonctionnaires. Et progressivement, on passe donc des 6 dernières années aux 6 derniers mois, et c'est la loi Thorez, ministre communiste chargé de la fonction publique, qui en octobre 1946 établit de façon législative, disons, enfin dans la loi, ce calcul de la pension à partir des 6 derniers mois, complété par une loi en 1948. Ça, c'est la première filière. Et c'est sur le modèle de la fonction publique que l'essentiel des régimes de retraite vont être unifiés en 1946 à l'initiative des communistes. Ce sont les ministres communistes qui sont présents dans le gouvernement pendant l'année 1946. Ils sont présents de façon très furtive, hein, de novembre 1945 à décembre 1946. Au cours de cette année-là, Marcel Paul à EDF-GDF, enfin à la production industrielle, mais qui va essentiellement nationaliser EDF-GDF, Ambroise Croizat au travail. L'un et l'autre d'ailleurs sont, s'agissant d'Ambroise Croizat, ministre communiste, secrétaire de la fédération CGT des métaux, en même temps, hein, et s'agissant de Marcel Paul, ministre communiste, il est secrétaire de la fédération CGT de l'énergie. Et ce sont eux qui vont étendre à tous les salariés le régime de la fonction publique. Vous avez un gros phénomène d'unification des régimes en 1946, dans ce qu'on appelle le régime général. Et puis, s'agissant des électriciens et gaziers, un régime tout à fait copié sur celui des fonctionnaires. Alors, le régime des électriciens et gaziers, d'abord, c'est un décret de juin 1946 qui crée la pension de retraite sous le nom de salaire d'inactivité de service, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la poursuite du dernier salaire, puisque la carrière des électriciens et gaziers, dans le décret Paul de juin 1946, est absolument copiée sur celle des fonctionnaires. Les électriciens et gaziers sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste, et etc. Nous sommes dans la logique de fonction publique, qui sera également copiée pour les cheminots, pour la RATP, pour toute une série d'entreprises publiques dans lesquelles le statut de la fonction publique va être transposé plus ou moins, et la pension sera la poursuite du dernier et par définition meilleur salaire, compte tenu des cotisations. Les cotisations ne comptent pas du tout. Ce qui compte, c'est la durée d'activité validée et le salaire de référence. Et puis, pour les salariés du privé, là c'est donc cet autre ministre communiste, Ambroise Croizat, pour les salariés du privé, va être créé un régime général de retraite qui va unifier des tas de régimes disparates à droite à gauche. Et ce régime général copie celui de la fonction publique. Alors, moins fortement que celui des électriciens gaziers ou de la RATP, c'est-à-dire que c'est le salaire de référence, c'est celui des 10 dernières années. Ce qui est moins favorable, évidemment, que les 6 derniers mois. Mais dans l'esprit d'Ambroise Croizat et des militants CGT qui créent le régime général en 1946, c'est en attendant que ce soit les 5 dernières, enfin, etc. quoi. L'objectif, c'est que chacun ait droit à 75% de son meilleur salaire brut. En gros, 100% du net, puisqu'il y a vous connaissez les cotisations. Les cotisations, c'est 66% du salaire brut, en général, actuellement aujourd'hui, 22% dites cotisations salariées et 44% cotisations employeurs. Donc 22% de cotisations salariées, vous voyez bien que 75% du brut, c'est 100% du net, puisqu'il y a 22% de cotisations salariées sur le brut.
Donc le net, c'est le brut moins 22%, donc 75% du brut comme pension. L'ambition des communistes, c'est que tout le monde parte en retraite avec 100% de son meilleur salaire net. Et ils réussissent, bien qu'ils soient présents au gouvernement très peu de temps, à l'implanter. Sous une forme extrêmement copiée sur les fonctionnaires dans les salariés à statut des entreprises publiques, et puis sous une forme atténuée, mais enfin quand même réelle, dans toutes les entreprises du privé, dont le statut est unifié en matière de retraite. 75%, en tout cas c'est l'ambition du salaire de référence. Contre cela, et nous verrons pourquoi contre. Pour le moment, je décris simplement, et ensuite je montrerai l'enjeu qui fait qu'il y a conflit, et jusqu'à aujourd'hui. Contre cela, contre cette initiative communiste de 1946 qui proclame un droit au salaire pour les retraités, et qui pose les retraités comme des travailleurs qui ont droit au salaire, puisque le salaire, ça définit le travailleur, précisément. Contre cela, le patronat va, dès 1947, mettre en place un régime contradictoire avec le régime général mis en place en 1946 par les communistes. Les communistes sont éliminés en 1947 du gouvernement, et le patronat va créer, contre le régime général, un régime alternatif qui démarre pour les cadres, en s'appuyant sur une faille du dispositif du régime général. Parce que les militants de la CGT, qui militaient pour un régime général, donc pour une unification de tous les régimes de retraite autour du plus favorable, celui des fonctionnaires, ont été battus, partiellement battus, disons, en août 1945, lorsque a été débattu dans l'Assemblée provisoire, parce que l'Assemblée législative n'apparaît vraiment qu'auprès des premières élections, en novembre 1945, il n'y a pas d'élection avant, mais de 1944 à 1945, à partir du moment où le gouvernement revient en France en août 1944, vous allez avoir une Assemblée provisoire consultative qui débat des projets de loi, etc. Et c'est en août 1945 qu'est débattu le projet d'ordonnance sur la sécurité sociale d'octobre 1945. Et la CGT se bat pour deux choses. Un, pour que ce soit privé, que la sécurité sociale, le régime général à créer, soit privé, qu'il ne soit pas du tout géré par l'État, et qu'il soit géré par les travailleurs uniquement, qu'il n'y ait ni patron, ni représentant de l'État dans la gestion du régime général. Elle a partiellement gain de cause, mais elle est aussi partiellement battue, puisque, le régime général est défini comme un organisme public, alors que la CGT se battait pour qu'il ne dépende absolument pas de l'État, sachant que l'État est toujours au service du capital, globalement. C'est pour ça qu'il y avait une très grande méfiance vis-à-vis d'une présence de l'État dans le régime général. Et puis, partielle victoire et partielle défaite aussi, il n'y aura que 3/4 d'administrateurs salariés, il y aura 1/4 de patrons. 3/4, c'est pas moitié, c'est déjà mieux, d'accord. Mais la CGT souhaitait qu'il n'y ait que des travailleurs. Pourquoi? Puisque le salaire, c'est une affaire de travailleurs, il n'y a aucune raison que les patrons cogèrent le salaire. Il est produit par les travailleurs, il revient aux travailleurs, c'est aux travailleurs de le gérer. Et puis alors, la défaite partielle la plus importante que subit la CGT en août 1945, lorsque se débattent les futures ordonnances d'octobre 1945, c'est sur le plafond. Les assurances sociales de 1930, auxquelles succède le régime général de 1946, d'accord, les assurances sociales de 1930, qui couvraient la maladie et la vieillesse, était obligatoire pour tous les salaires inférieurs à un plafond. C'était donc un plafond d'affiliation.
les employés supérieurs, les ingénieurs, ce qu'on appelait à l'époque les collaborateurs n'étaient pas concernés par la loi de 1930. Leur salaire était supérieur au plafond et ils étaient couverts par des contrats d'assurance groupe. Ils étaient couverts, bien sûr, pour la maladie et la vieillesse, mais par des contrats d'assurance groupe que les employeurs passaient avec des compagnies d'assurance. Les ordonnances de 1945, donc partielle défaite de la CGT, vont supprimer le plafond d'affiliation. C'est-à-dire que les collaborateurs entrent dans le régime général. Sauf qu'on ne peut pas les appeler collaborateurs en 1945, d'accord? Ça paraît un peu politiquement incorrect, d'accord? Donc on cherche très vite une autre façon d'appeler. Et on cherche d'ailleurs dans le vocabulaire militaire, comme pour les fonctionnaires avec les grades, ça va être d'abord les salariés des cadres, puis c'est un peu long, et ça deviendra les cadres, d'accord? Les cadres, c'est une invention sémantique de 1945 pour pas appeler collaborateurs, pour ne plus appeler collaborateurs ceux qui donc entrent dans le régime général. Ils y entrent. Le plafond d'affiliation est supprimé. Ça, c'est une victoire de la CGT. Mais défaite de la CGT, le plafond d'affiliation est maintenu comme plafond de cotisation. C'est-à-dire que ces cadres ne cotisent qu'à la hauteur du plafond. Au-dessus, ils ne cotisent pas. Et au-dessus, ils n'ont pas de prestations non plus. C'est-à-dire que leur retraite va être calculée en fonction du salaire plafonné. Vous voyez que ça ouvre un espace pour un régime complémentaire. Ce que la CGT ne veut pas, justement. Mais elle est battue en août 1945, d'accord? Et ce régime complémentaire, le patronat le met en place en réponse au régime général dès 1947. La réponse du patronat, elle est immédiate. Et le patronat va faire un régime qui ne tient aucun compte du salaire. Ce n'est pas du tout le remplacement du salaire. Absolument pas. Le patronat crée un régime par points qui fonde la pension non pas sur un salaire à continuer, mais sur une somme de cotisation transformée en points, d'accord, qui va décider du montant de la pension. C'est la somme des cotisations qui décide du montant de la pension. On transforme les cotisations en points, on cumule des points, puis au moment de la liquidation de la pension, on transforme ces points en monnaie et on a une pension. Alors, sur quoi s'appuie le patronat? Je verrai ensuite, pour le moment je décris, je verrai les enjeux de cette affaire. Il y en a, puisque le patronat répond immédiatement aux initiatives communistes. Immédiatement. Et non seulement il y répond pour les cadres, oui là j'ai oublié, mais il faut que j'ajoute, qu'il ne va avoir de cesse que de l'étendre à tous les salariés du privé, et c'est ce qu'il fait dans les années 50. Dans les années 50, il va créer l'ARCO, l'Association des régimes de retraite complémentaires, qui est exactement sur la même logique que l'AGIRC, qui est légiférée en 1961, après toute une série de créations par branche, etc. au départ, et qui devient donc l'ARCO en 61. Et là, nous sommes dans la même logique. C'est la somme des cotisations qui décide du montant de la pension. Et ensuite, l'AGIRC et l'ARCO seront fusionnés dans le même régime, l'AGIRC-ARCO, ou l'ARCO-AGIRC. Sur quoi s'appuient donc les patrons pour répondre à cette initiative communiste de 1946? Sur l'autre tradition dans l'histoire de la retraite. Et cette autre tradition, elle démarre au même moment. C'est une loi de 1850 qui crée ce qui deviendra quelques années plus tard la Caisse nationale des retraites. La Caisse nationale des retraites, c'est auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, c'est la Caisse des caisses d'épargne. C'est la caisse qui refinance les caisses d'épargne, qui reçoit les fonds des caisses d'épargne, qui a été créée en 1818. Et la loi de 1850 garantit le rendement à très fort niveau. C'est un rendement qui est celui des bons du Trésor, c'est un rendement à 5%, ce qui est considérable. Au XIXe siècle, il n'y a aucune inflation. L'inflation, encore une fois, apparaît avec la Première Guerre mondiale.
Donc un rendement à de l'épargne placée en vue de la retraite dans les caisses d'épargne. Donc c'est facultatif, mais tous ceux et celles qui ouvrent un compte d'épargne retraite dans une caisse d'épargne ont la garantie par la Caisse des dépôts et consignations que cette épargne leur vaudra 5% de taux d'intérêt chaque année. Et il peut y avoir un abondement par l'employeur de ce dépôt facultatif sur un compte épargne. Ça échoue. Ça échoue pour deux raisons. C'est que pour que le rendement des cotisations placées, puisque dans cette affaire-là, ce n'est pas les cotisations qui financent la pension, c'est le rendement de ces cotisations. Elles sont placées, d'accord, hein, ce qu'apporte le salarié ou le travailleur indépendant sur son livret, la caisse d'épargne le place. Et c'est le rendement des placements qui va financer la pension. Ce n'est pas l'apport lui-même, hein, c'est son rendement. Eh bien, pour que le rendement annuel soit égal à l'apport annuel, c'est-à-dire pour que les pensions obtenues par le rendement du placement soient financées autant que si on utilisait directement la cotisation en répartition, sans passer par le rendement, il faut attendre 40 ans à peu près. Quand vous placez de l'argent, la première année, vous n'avez pas grand-chose, etc. Il faut qu'il y ait une longue maturation, hein, que le régime arrive à maturité, comme on dit, et il faut à peu près 30 ou 40 ans, et ça, les travailleurs ne peuvent pas attendre 30 ou 40 ans, c'est évident. La deuxième raison de l'échec de la capitalisation, on est bien en capitalisation, ça va, hein. La deuxième raison, c'est que c'est la roulette russe, puisque votre pension dépend du cours des titres au moment où vous prenez votre pension. Alors ceux qui la prennent en 2007, bonjour les dégâts, hein, d'accord. Pour ces deux raisons-là, les régimes en capitalisation vont échouer, et vont échouer de façon structurelle. Ils échouent toujours, hein. Nous n'avons pas d'histoire de régime en capitalisation qui fonctionne. Aucun pays au monde, d'ailleurs, ne finance ses pensions en capitalisation, je vais y revenir. Mais toujours est-il que une deuxième tentative est faite en 1910-1911 avec la retraite ouvrière et paysanne, où là, le Parlement rend obligatoire le fait de constituer auprès des caisses d'épargne un compte épargne-retraite, sauf que, là encore, la CGT d'abord mène une bataille contre, au nom du... C'est la retraite des morts, on n'en veut pas, puisque on ne peut pas toucher la pension avant 65 ans, or 65 ans c'est très au-delà de l'espérance de vie ouvrière de l'époque. Et puis, bref, il y a toute une polémique qui fait que la Cour de cassation, dès 1911, rend facultatif le dispositif, exite donc pour la deuxième fois le dispositif. Le Parlement revient à la charge dans un projet de loi qui est déposé en 1920 et qui sera voté en 28. Donc il y a 8 ans de débat. Donc c'est très polémique là encore. Mais l'astuce parlementaire, ça va être de lier une cotisation qui est extrêmement peu populaire, la cotisation retraite, elle est très très peu populaire, et une cotisation qui, elle, est populaire, qui est la cotisation maladie. Parce que ça, les travailleurs savent que s'ils tombent malades, ça peut être la catastrophe absolue. Et donc, les assurances sociales mêlent dans la même cotisation la couverture santé et la couverture vieillesse. Et une partie de la cotisation va à un compte individuel d'épargne retraite. Nous restons toujours dans une logique d'épargne retraite. En 1941, Vichy supprime les comptes épargne retraite et affecte la partie de la cotisation aux assurances sociales qui allait au compte épargne retraite à une allocation aux vieux travailleurs salariés, c'est-à-dire qu'il met en répartition la cotisation. La cotisation n'est plus placée. Au bout de 11 ans, elle rapportait encore rien, pratiquement. Elle aurait commencé à rapporter dans les années 70 seulement. Hein. Et donc Vichy prend acte pour la troisième fois de l'échec de la capitalisation et met en place un dispositif en répartition qui est forfaitaire. L'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui est une espèce de minimum vieillesse distribué à tous les vieux travailleurs salariés. Et c'est sur cela que le patronat va s'appuyer.
il va s'appuyer, en créant l'ARC-GIRC et l'ARCO, sur cette tradition-là, où c'est la cotisation qui décide du montant de la pension. Non pas la cotisation placée, c'est la cotisation directe, d'accord, il n'y a pas de placement, mais c'est le montant des cotisations qui décide du montant des pensions. J'ai cotisé, j'ai droit. Ça, c'est la réponse patronale à « le retraité est un travailleur qui a droit à la poursuite de son meilleur salaire ». La réponse patronale, c'est « le retraité est un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations ». Les retraités sont-ils des travailleurs ou des anciens travailleurs? Est-ce que ce sont les communistes ou les patrons qui ont raison? En tout cas, nous sommes à nouveau dans cette situation, puisque Macron a décidé d'unifier les régimes de retraite autour de la GIRC-ARCO, de généraliser l'initiative patronale de 46 et de poser les retraités comme d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leurs cotisations. C'est cela l'enjeu de la bataille actuelle. L'initiative communiste de 46 explique aujourd'hui les 3/4 des pensions. J'insiste parce que ce sont des réalités complètement sous-estimées. Actuellement, les pensions, c'est 320 milliards chaque année. Eh bien, 240 de ces 320 milliards, donc les 3/4, sont calculés, comme je l'ai dit au départ, comme remplacement d'un salaire de référence. Aucun compte n'est tenu des cotisations. D'ailleurs, si vous avez vu le film Mammouth, certains d'entre vous l'ont vu peut-être, avec Depardieu et Yolande Moreau, non? Certains l'ont vu? Depardieu, c'était avant les réformes, donc il arrive à 60 ans et il va être en retraite. Il a une carrière très merdique, il n'a pas été déclaré, enfin, etc. Et donc il prend sa moto et puis il fait le tour de tous ses anciens employeurs. Il y a même un de ses employeurs qui est joué par Ciné, qui surjoue du Ciné, qui dit mais évidemment que je t'ai pas déclaré, t'es tellement con, etc. Et donc il fait le tour de ses anciens employeurs qui, plus ou moins repentants, disent bah oui, il a bien travaillé chez nous. Ou alors s'ils veulent pas, il a des attestations d'autres salariés qui disent bah oui, il a travaillé, et il reconstitue sa carrière. Il va avoir une carrière complète. C'est-à-dire que dans notre dispositif, aucun compte n'est tenu des cotisations. La retraite proclame le droit au salaire des retraités. Les cotisations ne servent absolument pas à calculer les retraites. Elles servent à les financer, bien sûr, mais sûrement pas à les calculer. Sauf pour le quart, les 80 autres milliards, c'est la GIRC-ARCO, c'est cette initiative patronale contre l'initiative communiste, et c'est là-dessus que Macron s'appuie pour dire on va tout unifier autour de la GIRC-ARCO. Il faut donc maintenant, deuxième temps de mon exposé de départ, réfléchir à la signification, quel est l'enjeu de poser les retraités comme des travailleurs ayant droit à la poursuite de leur salaire, ou comme d'anciens travailleurs ayant droit au différé de leur cotisation. Le différé des cotisations, ça veut dire que je n'ai pas dépensé tout mon salaire quand j'étais actif, j'en ai mis au pot commun, j'ai le droit de récupérer ce que j'ai mis, non pas mes cotisations puisqu'elles ont déjà servi bien sûr, mais j'ai le droit que les cotisations des actifs actuels financent ma retraite à la hauteur de ce que j'ai moi-même apporté au pot commun quand j'étais actif. J'ai cotisé, j'ai droit. Qu'est-ce que signifie d'abord j'ai cotisé, j'ai droit? Qu'est-ce que signifie le fait que le retraité, c'est un ancien travailleur? Ça signifie que
le travail productif, hein, le travail qui produit de la valeur, il est étranger à nos vies. Vis-à-vis du travail productif, nous sommes nus. C'est des patrons qui vont décider si nous sommes productifs ou pas. Directement, si nous sommes des salariés, c'est eux qui décident de nous embaucher ou de nous licencier. Ou indirectement, si nous sommes travailleurs indépendants, puisque nos ressources vont dépendre du prêteur. Prenez un paysan, par exemple, d'accord? Un paysan, le travail qu'il fait, la valeur qu'il produit, elle est absorbée très largement par le Crédit Agricole ou n'importe quelle banque prêteuse. Hein, les paysans FNSEA, je veux dire, ceux qui font de l'agrobusiness, hein, ceux qui sont pris dans l'agrobusiness, prisonniers de l'agrobusiness, ils sont surendettés. Et donc une grosse partie de ce qu'ils font va évidemment au capital des prêteurs. Et puis, il faut qu'ils aient des fournisseurs. Il y a Bayer qui leur fournit du phytosanitaire, etc., etc. Les prix que leur imposent les fournisseurs font que les fournisseurs, les groupes capitalistes fournisseurs, empochent en fait la valeur qu'ils vont produire. Et puis il y a des clients, Lactalis, la centrale d'achat de Leclerc, et les prix, ça c'est connu, hein, les prix qu'impose Lactalis ou la centrale d'achat de Leclerc font que les capitalistes qui sont propriétaires de ces groupes empochent la valeur produite par le paysan. Et le paysan, en réalité, il est à poil. Et il n'a comme ressource que ce que il n'est considéré comme productif que pour autant que le Crédit Agricole, Bayer et Lactalis en ont décidé. Vis-à-vis du travail, dans le capitalisme, nous sommes nus. Soit que nous soyons indépendants, soit que nous soyons employés, notre personne est à poil. Nous n'avons pas de responsabilité sur le travail, ce n'est pas nous qui décidons de l'investissement, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit, ce n'est pas nous qui décidons où on va implanter les usines, nous ne décidons pas du tout. Nous décidons même de moins en moins de notre travail concret. Notre travail concret est de plus en plus décidé par des logiciels, des protocoles, des DRH, du management qui décident à notre place de ce que nous faisons. Il y a beaucoup de souffrance au travail liée à ça. Et notre seul... Et du coup, lorsque nous ne sommes plus considérés comme productifs, ben là, nous sommes totalement à poil. La seule solution, c'est le j'ai cotisé, j'ai droit. C'est que nous allons disposer, dans les moments où nous sommes considérés comme inactifs, du différé de nos cotisations. Ça vaut pour les chômeurs. Actuellement, pour les chômeurs, le droit au salaire tel qu'il a été construit sur le modèle du régime général dans l'UNEDIC en 1961, qui garantit aux chômeurs un droit au salaire, 57% du salaire brut, enfin 70% du net, hein, pendant 2 ans. Ce droit au salaire est de plus en plus contesté. Si Macron a supprimé la cotisation salariée à l'UNEDIC, pour le remplacer par la CSG, c'est pour faire un régime de base, minimum, financé par l'impôt, et au-dessus, un droit à prestation de chômage, mais lié aux cotisations. Plus aucune référence au salaire. Ça commence d'ailleurs avec ce qu'on appelle aujourd'hui les droits rechargeables. Les droits rechargeables, c'est le fait que, bon, vous avez un emploi à 1500 balles. Vous le perdez. Vous le perdez et vous n'utilisez pas tous vos droits que vous avez acquis par vos cotisations pendant le chômage. Vous retrouvez un emploi, mettons, à 2000 balles, que vous perdez. Ah, ben attention, votre
chômage ne va pas être calculé en fonction de votre emploi à 2000 balles. Il faut d'abord que vous épuisiez vos droits liés à votre emploi à 1500 balles. Vous voyez que progressivement s'institue le fait que ça n'est pas un droit au salaire pour les chômeurs, c'est un droit au différé de leur cotisation. J'ai cotisé, j'ai droit. Un chômeur, c'est pas un travailleur, c'est quelqu'un qui a droit au différé de ses cotisations pour améliorer son employabilité. Mais il n'a pas droit du salaire. Et en matière de retraite, le projet actuel est le même. Hein. Simone Veil a supprimé, a créé un point de CSG pour un fonds de solidarité vieillesse. Ce point de CSG alimente un minimum, et au-delà, le projet de Macron, c'est qu'au-delà, on ait droit au différé de ses cotisations, mais pas du tout au remplacement de son salaire. Il existe donc un temps pendant le travail où on est hors du travail, c'est le chômage, un temps après le travail où on est hors du travail, c'est la retraite, et puis symétriquement à cela, un temps avant le travail où on est en insertion. Les jeunes aujourd'hui, de 16 à 35 ans, ils s'insèrent. Oh, ils n'ont pas droit au salaire à la qualification. Ce n'est pas des travailleurs, c'est des futurs travailleurs. Et on est futurs jusqu'à 35-40 ans. C'est dur. On est jeunes longtemps. On est payé pas du tout au salaire à la qualification de la convention collective. On est payé à la tâche, sur des contrats de mission. On est payé sur des stages. On est payé sur des emplois des contrats de solidarité sous regard, des emplois jeunes, aujourd'hui des contrats de citoyenneté, là, dites-moi comment ça s'appelle, du service civique, oui, on invoque la citoyenneté pour ne pas payer les gens, vous voyez, c'est formidable. Ça, c'est nos personnes dans le capitalisme. Nous sommes à poil. Nous sommes à poil et nous avons droit à des périodes, enfin, nous sommes condamnés, plus exactement, à des périodes hors du travail, dans nos vies, qui sont alimentées par un différé de nos cotisations ou par une anticipation de nos cotisations. La hausse des frais d'inscription dans l'université est dans les tuyaux, elle va se faire massivement. Et les étudiants auront droit à un prêt. Et le prêt étudiant, ils auront à le rembourser sur leur salaire quand ils seront actifs. Vous voyez ? De même que les retraités, c'est le différé de leur cotisation, eh bien le prêt, c'est l'anticipation de la cotisation. Je suis à poil, et il y a des périodes dans ma vie où je ne suis pas considéré comme un travailleur, dans ma vie d'adulte, hein, je pars entre 18 ans et ma mort, je ne suis pas considéré comme un travailleur. C'est la bourgeoisie capitaliste qui décide de qui est travailleur. Et il entend que nos vies soient en permanence sous l'épée de Damoclès du chantage à l'emploi ou du chantage à la réussite sur le marché des biens et services. Nous sommes travailleurs indépendants. Et il entend bien tenir nos vies par le fait que nous ne sommes pas titulaires d'un salaire. C'est elle qui en décide, elle seule. Et qu'il y a des temps dans notre vie d'adulte où on n'est pas travailleur. Et où on a droit au différé ou à l'anticipation de nos cotisations. Ça, c'est le discours et la pratique capitaliste. Et ce qu'ont fait les communistes, une pratique communiste du statut du travailleur, c'est tout à fait autre chose. C'est « nous sommes des travailleurs ». Ambroise Croizat, il ne fait pas d'ailleurs que proclamer le droit au salaire des retraités, il proclame le droit au salaire des parents.
La loi Croizat d'août 46 sur les allocations familiales dit les parents de 2 enfants ont droit à 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Et à partir de la loi Croizat, les allocations familiales progressent avec la progression du salaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, jusqu'à ce que la droite mette bon ordre à tout ça, bien sûr, mais dans la logique communiste de 46, les parents, c'est pas des gens utiles mais non productifs. C'est ce qu'on dit des femmes en général, hein, mais on fait une petite chanson à la fête des mères pour exalter leur utilité sociale, d'accord. On croit que ça les console. Les parents, ce sont des travailleurs qui ont droit à du salaire. Et Rocard supprimera la chose en créant la CSG. Les parents, ce n'est pas des travailleurs, ils n'ont pas d'emploi, ils ne mettent pas en valeur de capital, ce n'est pas des travailleurs. Et il y a un coût de l'enfant, donc il faut les aider dans le coût de l'enfant. Vous voyez, quand on victimise une population, c'est toujours qu'on va lui casser la gueule, toujours. Il y a un coût de l'enfant qui doit être assumé par un impôt de solidarité, la CSG. Un parent n'a pas droit au salaire. Alors que les communistes disent nos personnes sont pas étrangères au travail. Le travail, c'est pas un château fort de la bourgeoisie qui décide de qui travaille et qui ne travaille pas. Nos personnes sont des personnes de travailleurs. Et nous devons être reconnus, quel que soit notre rapport à l'emploi, par un salaire attaché à notre personne. L'enjeu de la bataille des retraites, c'est un enjeu anthropologique. Est-ce que nos personnes sont à poil vis-à-vis du travail et nous cumulons dans un compte personnel d'activité des points retraite, des points jour, des points formation, des points pénibilité, enfin, etc. Tout ce que la CFDT et le MEDEF négocient chaque fois qu'ils se rencontrent. Ou est-ce que nous sommes, en tant que personnes, des travailleurs responsables du travail et reconnus comme tels par un salaire lié à la personne? Voilà mon petit topo initial, et puis on verra dans le débat, entre autres, comment maintenant faire des propositions alternatives à la proposition Macron, comment poursuivre le geste des communistes de 46, comment aller plus loin aujourd'hui, comment l'actualiser, comment être communiste aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, donc, c'est sur la... Alors, je crois qu'il faut un micro. Oui, excusez-moi. 1, 2. Oui, merci pour cet exposé, cette conférence. Apparemment, si j'ai bien compris, le problème aujourd'hui, c'est plus un problème de définition plutôt que d'argent. L'argent, il y en a, mais on veut changer les états d'esprit, quoi. C'est ça? J'ai bien compris? Merci de commencer le débat comme ça. Je crois que c'est très important. C'est extrêmement important. Parce que, précisément, quand vous regardez le débat public sur les retraites aujourd'hui, je vous ai peut-être interrompu, vous vouliez dire autre chose. Non. Allez peut-être au bout de ce que vous Non, voulez. c'est ça. Quand on regarde le débat public aujourd'hui sur la retraite, le mot travail ne vient jamais. Le mot statut de la personne ne vient jamais. Jamais. Ni de la part de Macron, ni de la part de ses opposants. Ce qui est en cause, effectivement, en permanence, c'est l'argent. Alors, l'argent, il n'y en a pas, ou l'argent, il y en a. Alors, chacun se bat pour savoir s'il y a l'argent ou pas, mais sur l'enjeu, en termes de statut de la personne. Donc, vous voyez bien qu'il ne concerne pas que les retraités. Il concerne les cheminots, les électriciens gaziers, les postiers, les gens de France Télécom, qui avaient justement conquis le fait que ce soit leur personne qui soit titulaire de droit et non pas leur poste. Il concerne les chômeurs, pour lesquels on avait conquis un droit au salaire
qui est en train d'être remplacé par un droit au différé des cotisations. Il concerne tous les salariés du privé. Est-ce que leurs droits vont continuer à dépendre de leur poste de travail sur lequel ils n'ont aucune prise? Ou est-ce qu'il va être attaché à leur personne? Il concerne les étudiants. Est-ce qu'ils vont avoir droit à des prêts pour faire face à la hausse des frais d'inscription? Ou est-ce qu'ils vont toucher un salaire? Est-ce que les jeunes vont avoir un salaire attaché à leur personne dès 18 ans? Vous voyez, c'est un enjeu qui nous concerne tous, à tous les niveaux. Cet enjeu, pour le moment, il est absent du débat public. Et précisément, être à la hauteur de nos anciens, de ce qu'ils ont su commencer à construire, en disant les parents travaillent, les retraités sont des travailleurs, enfin, etc., etc., c'est de poser non pas d'abord la question de l'argent, mais d'abord la question du statut de la personne. Ça, c'est effectivement ce déplacement du débat qu'il faut être en mesure de faire aujourd'hui si nous voulons sortir de la défaite, puisque depuis 40 ans, nous sommes dans la défaite sur les retraites. Je voudrais quand même replacer le contexte. En 1946, quand c'est créé, on est à la sortie de la guerre, il n'y a pas d'argent. La France est à plat, tout est à reconstruire. Et deux communistes à l'époque réussissent à monter ces retraites, avec rien. Et aujourd'hui, on ne parle que d'argent. Et bien sûr, hein, l'enjeu, si vous voulez, j'ai un camarade de la CGT cheminot qui dit s'interroger sur comment on finance les retraites, c'est une question aussi absurde que de se poser comment est-ce qu'on alimente en électricité une centrale électrique. Nous ne nous posons la question de comment on finance les retraites que parce que nous postulons qu'il y a un temps normal dans la vie qui est un temps d'après le travail. Et que du coup, ça nous rend incapables aussi de nous battre contre le temps de chômage pendant le travail. Bah oui, il y a des chômeurs, qu'est-ce que vous voulez? Et incapables de nous battre contre l'insertion. Cette saloperie dans laquelle les jeunes sont englués pendant des années où ils n'arrivent pas à être reconnus comme travailleurs ayant droit au salaire, à la qualification. Encore une fois, tous ces combats sont liés. Et n'espérons pas vaincre sur la question du salaire pour les jeunes, sur la question du salaire pour les chômeurs, si nous ne vainquons pas sur la question du salaire pour les retraités. Et ces retraités, qui sont aujourd'hui voués au bénévolat, dans la marge du bénévolat, vous voyez. Pour moi, qui ai 10 ans de retraite à mon actif, c'est une forme de mépris. Vous voyez, plus je suis retraité, plus je suis féministe. Parce que c'est exactement la situation de la seconde journée des femmes. Oh, très, très utile, mais pas de peau, pas productif. Les retraités, très utiles, imaginez une grève des retraités, il n'y a plus de conseillers municipaux, il n'y a plus d'union locale syndicale, il n'y a plus de clubs de foot, il n'y a plus de je sais pas quoi, enfin il n'y a plus d'associations, etc., etc. Très utile, ah, pas productif. Alors du coup, comme ils ne sont pas productifs, ben, il faut voir comment qui d'autre va les payer, hein? Comment on va les payer par le travail des autres. Mais moi je ne veux pas être payé par le travail des autres, je veux que mon travail soit reconnu. Je veux être reconnu comme travailleur. C'est exactement le féminisme. Moi, je ne veux pas qu'on me laisse passer dans les portes, je ne veux pas la galanterie, je m'en fous. Je ne veux pas de chanson à la fête des mères. Puis j'en ai ras-le-bol que les instituts passent un mois avec les aires maternelles à faire coller des nouilles sur des boîtes de fromage pour la fête des mamans. J'entends bien que mon travail soit reconnu, que je sois reconnue comme travailleuse. Voilà. Est-ce que les retraités sont d'anciens travailleurs ou des travailleurs? C'est un enjeu de classe.
Alors, moi, c'est ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'à l'époque, lorsqu'ils ont lancé ces réformes-là, il y avait du travail pour tout le monde, puisqu'on était à sortir de la guerre. Alors que maintenant, c'est le patronat qui décide qui nous donne du travail et où est-ce qu'il positionne. Et le problème, il est là. C'est la répartition du travail ou de la fonction rémunérée, parce que c'est eux qui décident de la rémunération. C'est pas nous. Le bénévolat, ça recoupe tout à fait ce que vous dites. Le bénévolat, il y en a de plus en plus. C'est tout bénef pour eux. Ils évacuent de tous les côtés. Et par contre, la production, c'est nous qui la faisons. Voilà. C'est cette contradiction-là qui est au cœur de ce que Marx et Engels appellent le communisme. Le communisme, ce n'est pas un projet, c'est un mouvement réel par lequel nous sortons de la violence capitaliste. Alors, chaque pays capitaliste en sort à sa façon. Et ce qui a été inventé chez nous, c'est le fait que nos personnes soient considérées comme productrices ayant droit à du salaire en tant que personne, pas en tant que titulaire d'un emploi. Pour la raison que vous dites, c'est que ce n'est pas nous qui maîtrisons les emplois. Mais en même temps, pour que le projet soit réel, encore faut-il que nous maîtrisions aussi la production. Donc, le passage, le dépassement du capitalisme, pas son dépassement parce qu'on ne le dépasse pas, en finir avec le capitalisme pour le remplacer par le communisme. Vous voyez bien ce que veut dire communisme. Je ne me situe pas dans une logique partidaire, je me situe dans une logique d'analyse de la dynamique de nos sociétés. Nos sociétés sont marquées par une contradiction, et cette contradiction, c'est entre une bourgeoisie capitaliste qui décide du travail, c'est ça sa force. Le problème, sa force, c'est pas qu'elle ait l'argent. Sa force, c'est qu'elle décide du travail. Et elle n'a d'argent que parce qu'elle décide du travail. C'est elle qui décide du travail des agriculteurs. Elle en décide. Et du coup, elle extorque aux paysans le profit qui va aller à la grande distribution, à bailleurs et au crédit agricole. Mais c'est elle qui décide. Donc, effectivement, si nous voulons sortir, y compris de l'impasse écologique dans laquelle nous met ce dispositif-là, si nous voulons en sortir, il faut que nous conquérions la maîtrise du travail. L'enjeu de notre lutte collective, c'est pas de conquérir le pouvoir sur l'argent, par de bons impôts. Ça, c'est une illusion. La source du pouvoir, ce n'est pas l'argent, c'est le travail. Et c'est parce que la bourgeoisie décide de qui travaille, où, pourquoi faire, qu'elle dispose également de l'argent. Mais si elle ne décidait pas du travail, elle ne disposerait pas de l'argent. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais la classe dirigeante au porte-monnaie. Jamais. On ne peut avoir la classe dirigeante qu'en lui piquant sa souveraineté sur le travail. Et pour piquer la souveraineté sur le travail, il faut d'abord que nos personnes ne soient plus sous l'épée de Damoclès d'un employeur qui, au doigt levé, dit « je t'embauche, je te licencie, etc. » Ça ne puisse plus être ça. Que nos personnes, en tant que telles, soient reconnues comme responsables du travail par un salaire à la qualification attribué le premier niveau à 18 ans, tout le monde. Quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap. Tout le monde, on enrichit la citoyenneté, vous voyez. Là, on va au-delà du droit de vote, dont on sait très bien qu'il ne donne pas grand-chose. Enfin, je ne vomis pas sur le droit de vote, c'était une conquête dans le sang, et il ne s'agit pas de ne pas l'utiliser. Mais ce que je veux dire, on voit très bien que cette citoyenneté réduite au droit de vote, elle s'épuise aujourd'hui. Elle s'épuise complètement. Il faut absolument enrichir la citoyenneté de la souveraineté sur le travail. Un citoyen, c'est pas simplement quelqu'un qui vote, c'est quelqu'un qui décide de la production. C'est ça qui est fondamental. Et à 18 ans, au moment où on devient majeur, il faut enrichir la citoyenneté de 3 droits nouveaux. 1, chacun a le premier niveau de qualification, encore une fois, quel que soit son handicap, quel que soit son passé scolaire, et les 1500 balles qui vont avec, puisque les syndicats, 15 ou 1700 balles, puisque les syndicats, à juste titre, estiment que le SMIC, ça doit être entre 1500 et 1700 euros. Bon, tout le monde a 18 ans.
Et puis ensuite, on progresse en qualification, par des épreuves de qualification, jusque où, à mon avis, c'est pas raisonnable d'aller au-delà de 5 000 euros. Je pense que ceux qui ont besoin de plus de 5 000 euros par mois pour bosser, c'est vraiment qu'ils font de la merde. Des salaires jusqu'à 5 000 euros, ça me paraît raisonnable. Donc vous voyez un rapport de 1 à 3, inscrire les salaires dans un rapport de 1 à 3, et deuxième droit à 18 ans, le droit d'être propriétaire d'usage de l'outil de travail. Enfin, on enrage de ne pas être propriétaire d'usage de notre outil de travail. C'est de la préhistoire. C'est à nous d'être propriétaires. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui devons décider de l'usage de l'outil. Puis troisième droit, le droit de co-décider de l'investissement, des lieux où on va créer les entreprises, etc., etc. Voilà les 3 droits qui doivent devenir des droits de la personne. Voilà, c'est ça, enrichir la société. C'est ça le communisme, d'accord ? Quand je prononce le mot... Il se trouve que je suis au Parti communiste par ailleurs. Mais là, je voudrais faire entendre un discours qui n'est pas partidaire, d'accord ? Un discours qui s'adresse à tous ceux qui sont communistes, à mon avis, parce qu'ils aspirent à décider au travail. C'est ça le cœur du communisme. Bonsoir monsieur, oui, vous parlez de la bourgeoisie capitaliste. C'est vrai que là de plus en plus, il y a, notamment en France et un peu partout, c'est de plus en plus des grands groupes internationaux qui gèrent tout. Et effectivement, c'est vrai que de plus en plus on voit que dans le travail en tant que salarié, par ces grands groupes, nous sommes plus des salariés, nous sommes plus que des numéros et il n'y a plus de considération. Et c'est vrai que même pour les retraites, ça devient vraiment un problème. Même dans le travail, vous êtes devenu plus un objet qu'un salarié. Vous, qu'en pensez-vous? Ah, mais je suis d'accord, hein, c'est le cœur de la captation par la bourgeoisie du travail. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est un mode de production dans lequel nous sommes étrangers, je reprends un terme de Marx, d'accord, aux fins et aux moyens du travail. Hein. Nous sommes étrangers aux fins du travail, c'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit, et nous sommes étrangers aux moyens du travail, c'est pas nous qui décidons de comment on va produire. Hein. Et ça se voit de plus en plus, hein, y compris dans des lieux où il y avait jusqu'ici une certaine décision et liberté au travail. Prenez l'éducation nationale, il y a encore une liberté pédagogique, mais les enseignants voient de plus en plus une espèce de filet s'abattre sur leur travail. Alors, moi, je discute avec des cadres de France Télécom, mais ils sont absolument écœurés. Ils n'ont plus de maîtrise de leur travail. Et même, ils ne travaillent plus. Ils passent leur temps à bavasser et à gérer des sous-traitants. Ils sont extrêmement inquiets parce qu'ils n'ont plus la maîtrise technique des télécommunications. Et je donne cet exemple-là, mais on peut en donner des milliers, d'accord ? Bien sûr, vous avez absolument raison. Hein, nous sommes interchangeables. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on appelle le reporting. Hein, c'est-à-dire le fait que chaque fois qu'on fait quelque chose, on coche. Hein, les soignants, ils cochent chaque fois qu'ils font quelque chose, d'accord, maintenant. Bon. Le reporting, c'est pour préparer l'intelligence artificielle. Hein. C'est pour que des robots puissent se substituer aux travailleurs. On est en train de pousser les travailleurs eux-mêmes à creuser leur tombe. Hein. Donc, bien sûr que nous ne sommes rien dans une logique capitaliste. Et c'est bien pour cela qu'il s'agit d'en sortir. Hein. Mais c'est difficile, parce que ça veut dire que, vous savez, on a été complètement biberonné à l'irresponsabilité au travail. On n'a pas été formé à ça. On attend qu'un autre donne du travail, on attend qu'un autre décide. Dès qu'il y a par exemple une entreprise qui est reprise par ses salariés, et on voit, c'est à la fois magnifique, mais en même temps, il y a eu toute une rééducation à faire des travailleurs, tellement ils n'ont pas l'habitude de décider, de prendre en charge eux-mêmes tout le boulot. Donc c'est un mouvement très long, hein, mais pour moi, c'est le mouvement central. Hein. Tant que nous n'aurons pas comme projet collectif, individuellement on irait au casse-pipe, hein, mais tant que nous n'aurons pas comme projet collectif de décider au travail, nous allons nous lamenter sur la disparition des usines, nous allons nous lamenter sur les désastres écologiques de la production capitaliste, etc., etc. Donc moi
Je vous remercie d'avoir parlé du jeune qui n'est pas salarié et du retraité qui n'est pas salarié non plus. Ce que j'en retire, c'est l'intérêt de considérer la vie humaine comme une continuité et la vie sociale comme une interaction d'individualité nécessaire, avec des moments de chômage nécessaires à une reconfiguration personnelle de l'individu pour se réadapter avec tout ce qu'il a acquis et ce qu'il pourrait redonner à la société. Pour moi, le chômage, ça doit être ça, en fait. Vous parlez de communisme, et c'est surtout là-dessus que je voudrais vous interpeller, parce que moi, quand vous parlez de communisme, je vois beaucoup de morts, en fait, en réalité. À la base, le communisme, je trouvais que c'était intéressant en théorie quand j'étais adolescente, et j'avais même essayé d'aller dans un kibbutz parce que je trouvais que ça en relevait d'avoir l'éducation des enfants qui était faite par l'ensemble d'une collectivité, qui avait une véritable solidarité. Bon, on sait ce qu'ils en ont fait. Aujourd'hui, je trouve que si on parle de communisme et de bourgeoisie, on est dans un ancien combat. Aujourd'hui, ce qu'il faut remettre au centre, c'est l'individu, l'évolution de l'individu, la solidarité nécessaire, et le fait que tout travail mérite salaire, et que, en fait, c'est l'argent qui a pris la place de l'individu, et que ça, il ne faut plus que ça existe. C'est pas une question de bourgeoisie ou quoi, parce que bon, moi j'en vois des gens, ils étaient communistes, maintenant ils sont chefs de machin, je dirige ça, etc. Je suis tombée dans la soupière de la course à l'argent, et voilà, il y a un vrai problème de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut remettre l'argent derrière nous. Et quand vous dites que les jeunes, ils savent pas des initiatives dans leur travail, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une éducation où on humilie les enfants dès leur plus jeune âge avec des images, des points, etc. Maintenant, on dit on interdit la punition et la fessée, mais finalement, on fait beaucoup plus pire que ça qui ne se voit pas. C'est gravissime. Et dans les endroits de travail, moi je suis dans la fonction publique, donc je peux en parler du placard dans lequel je suis. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous avez une compétence. Vous avez une compétence, mais vous n'avez pas la corruption qui va avec. À ce moment-là, vous êtes titulaire, c'est mon cas, on ne peut pas me virer, d'accord? Donc je continue à faire le grain de sable qui empêche le système d'essayer de prendre le dessus sur l'individu. Donc je suis, on va dire, par rapport à mes collègues, un repère, mais caché. Vous voyez ce que je veux dire? Et le vrai problème, il est là. Il est plutôt, demandons aux gens qui ont des compétences d'être au poste de leurs compétences. Aujourd'hui, les gens qui ont les rênes ne sont pas compétents. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, sur le chômage, je pense qu'il faut le supprimer, je pense. Supprimer le chômage, ça ne veut pas dire, comme vous le dites très justement, que nous n'ayons pas des moments où nous faisons une conversion professionnelle, ou même des moments où nous errons parce qu'on ne sait plus très bien où on en est, etc. Mais il ne s'agit pas que ce soit du chômage, c'est-à-dire il s'agit que dans ces moments-là, nous conservions notre salaire. Le salaire doit être attaché à la personne, et les moments où nous, je sais pas, nous sommes épuisés, je sais pas, il y a des tas de moments, ne doivent pas être l'occasion de nous mettre hors travail. Il s'agit que nous conservions notre salaire. Le salaire doit être attaché à la personne, y compris dans les temps où nous faisons de la formation, où nous faisons de la conversion professionnelle, ou même, encore une fois, où nous errons, parce que le droit à l'errance, c'est aussi important. Alors, s'agissant du communisme, j'insiste sur le fait que le communisme, c'est une observation empirique, et moi, et donc c'est un déjà là que l'on observe, et tout ce qui, pour moi, construit un mode de production dans lequel les travailleurs sont aux commandes, c'est du communisme.
je ne vois pas, pour reprendre vos termes, que dans la façon dont en France ces institutions se sont mises en place, il y a eu beaucoup de morts. Hein. Je ne vais pas maintenant assumer tout ce qui s'est appelé communisme sans l'être à droite à gauche. Hein. Ce que j'essaye de mettre un mot, parce que si on ne met pas de mots, on va être, je sais pas quoi, post-capitalisme, ou alors pas de mots du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire. Individu. Il faut mettre un mot, mais est-ce que c'est celui-là? Ben, c'est celui que je mets, en tout cas, je le livre. Il est vraiment très chargé d'une mémoire. Je veux dire, si vous prenez la Chine actuellement, qui est absolument inhumaine, si vous prenez la chute du tsar Nicolas II, vous avez des morts, mais à l'appel, sous couvert de mettre en commun avec des gens qui après ont refait exactement la même chose oui, de la haute bourgeoisie. On ne va pas faire les comptes des morts, les morts liés au capitalisme sont très nombreux, mais je veux juste vous dire une chose, oui. c'est que le mot, il est porteur, il a une vie, d'accord? Et le mot communisme, il a une histoire, d'accord? Si on pouvait trouver un mot qui met à la fois la mise en commun le bien commun, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le communisme, aujourd'hui, il est trop chargé d'une valeur où quand on va en parler à quelqu'un, vous allez dire « Oh, bah, tiens, un communiste, ah mais moi je suis capitaliste. » Vous voyez ce que je veux dire? On a une bataille autour. J'entends ce que vous dites, hein, j'entends ce que vous dites. Moi, je tiens ma propre position, qui consiste à dire qu'il s'agit de donner un sens positif à ce mot. Vous estimez qu'il faut plutôt l'évacuer parce qu'il est définitivement disqualifié. Ça, c'est des positions qu'il faut confronter. On ne va pas centrer le débat de ce soir là-dessus, hein, mais pour moi, je pense que dans la situation française, ce qui s'est réclamé du communisme a plutôt une histoire glorieuse et qu'il n'y aurait pas de statut de la fonction publique, il n'y aurait pas de régime général de sécurité sociale, il n'y aurait pas une nationalisation de DFGDF, il n'y aurait pas de statut des cheminots, etc. s'il n'y avait pas de communistes. Bon. C'est ce mouvement-là qui a été porteur de cela. Je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas, c'est le cas. Hein. Alors ensuite... C'est pas su. Oui, mais ça n'est pas su. Ben, oui, mais ça n'est pas su, et c'est normal. Hein, je ne vois pas pourquoi nos adversaires le diraient. Mais je pense que nous perdons en capacité d'agir ensemble si nous ne partons pas de ce déjà-là, et tel qu'il s'est désigné lui-même. Alors maintenant, sur la situation de fonctionnaires au placard. D'abord, je vous félicite hein, d'assumer cette situation qui est très, très difficile, mais qui montre que, vous voyez, il ne suffit pas que l'outil de travail ne soit pas capitaliste. Ça ne suffit pas. Parce que, s'agissant de la fonction publique, l'outil de travail n'est pas détenu par des capitalistes. Et là, je vais vous donner raison sur le fait que ce n'est pas la bourgeoisie capitaliste qui est là directement en face du fonctionnaire. Donc, il ne suffit pas de libérer l'outil de travail de la propriété lucrative, disons. C'est important, parce que si c'est une propriété lucrative qui décide, un propriétaire lucratif qui décide du travail, le travail va être complètement déterminé par la mise en valeur du capital. Et là, on perd toute liberté. Mais cela dit, parce que là, votre exemple n'est pas unique, hélas, hein, le dernier bouquin de Lordon qui s'appelle Vivre sans peut être utile à lire à ce propos-là. Sur les phénomènes de pouvoir dans les institutions. Et moi, c'est pas ma spécialité, donc je vais balbutier des trucs, hein, mais ce que je constate, c'est que l'école ne nous a pas du tout éduqués à la co-responsabilité. L'école nous a éduqués à la compétition sur le marché du travail. Elle ne nous a pas éduqués à la co-responsabilité économique. Hein. L'enseignement de l'économie à l'école
dès l'école élémentaire est très, très insuffisant. Le patronat essaye par ailleurs de mettre la main dessus avec les programmes Blanquer de sciences économiques et sociales depuis 2 ans. Je pense que, de fait, je ne visais pas spécialement les jeunes, hein, parce que justement, il y a beaucoup de jeunes qui sont, eux, décidés à ne pas faire n'importe quoi pour le capital. Hein. C'est pour ça qu'ils font des tas de boîtes alternatives. Il y a plein de jeunes qui font des boîtes alternatives aujourd'hui. Hein. C'est donc qu'ils veulent, pour moi, ce sont des communistes. C'est-à-dire qu'ils sont décidés à travailler selon leur déontologie. Ce que vous faites vous aussi, mais ce qui vaut votre mise au placard. Donc, c'est pour ça que c'est long de changer la société. Ça suppose que dès l'enfance, notre socialisation primaire, comme on dit, soit dédiée à la capacité de décider ensemble, de faire en sorte que n'émergent pas des têtes qui vont décider à notre place et des logiques technocratiques, des logiques de pouvoir de petits chefs, etc. Tout ça ça suppose une sacrée éducation dès l'enfance. Hein, et on n'en est pas là encore. Mais ça montre tout ce qui nous reste à faire ensemble, justement. Hein. Et merci pour votre intervention. Je voudrais dire que c'est très agréable de dialoguer avec vous. Ceci étant, ce que souhaite l'écrasante majorité de la population et les gilets jaunes en général, ce que nous souhaitons, c'est abolir le système. Parce que nous avons constaté que le système rend fou. Vous êtes un militant communiste que nous respectons beaucoup, mais nous constatons également que, en fin de compte, le communisme, comme d'autres idéologies, ont servi uniquement à remplacer une aristocratie par une autre. Et ce que nous voudrions, c'est redonner le pouvoir au peuple, abolir le système avec tout ce que cela implique. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que militant communiste ? Alors, merci. C'est un peu la même chose qu'à propos de la mise au placard dans la fonction publique, c'est-à-dire que les phénomènes de pouvoir, et là, encore une fois, je ne suis pas vraiment compétent parce que je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques ou de sociologie des organisations, etc. Moi, je suis un spécialiste du salaire et de la sécurité sociale, donc je peux répondre sur des questions, de façon un peu circonstanciée sur ces questions-là. Le reste, je vais balbutier, mais puisque vous me posez ma question en tant que militant, moi, je suis au Parti communiste parce que j'adhère complètement à tout ce que ce parti, en matière de salaire et de sécurité sociale, a été capable de mettre en place. Dans mon domaine de spécialité, je ne rencontre que des éléments auxquels j'adhère dans l'activité des communistes. Je ne voudrais pas que, encore une fois, mon intervention qui présente le communisme non pas d'un point de vue partidaire, c'est-à-dire le programme du Parti communiste, ce que font les militants communistes, c'est pas ça du tout pour moi. Hein. Je suis depuis 50 ans au Parti communiste, je sais qu'il y a des non-communistes au Parti communiste, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'abord décidés à être souverains sur le travail. Et je sais aussi, pour être depuis longtemps dans la vie professionnelle, qu'il y a beaucoup de communistes en dehors du Parti communiste, c'est-à-dire des gens décidés, le pouvoir au peuple, ce que vous appelez le pouvoir au peuple, d'accord ? C'est dans cette optique-là hein, que je parle de communisme. Dès lors que... Mais du coup, il faut prononcer des mots comme bourgeoisie capitaliste, parce que si on ne prononce pas ces mots-là,
on va se fourvoyer dans le pouvoir au peuple. On va dire c'est les riches, par exemple. Vous voyez pourquoi est-ce que j'ai fait mon petit couplet sur c'est pas l'argent qui est central, c'est le travail. C'est parce que, surtout depuis la financiarisation du capitalisme, nous pensons que l'argent fait des petits tout seul. D'accord ? Nous pensons que c'est l'argent le mal. Nous pensons que c'est les riches qui nous gouvernent. Ce sont des fautes d'analyse. Hein. La bourgeoisie capitaliste, ce n'est pas les riches. Hein. La bourgeoisie capitaliste, c'est ceux qui décident du travail. Alors, lorsqu'on décide du travail, on va pouvoir exploiter le travail d'autrui et du coup devenir riche. Mais à l'origine de la richesse, il y a la souveraineté sur le travail d'autrui. Et la souveraineté sur le travail d'autrui peut aussi prendre des formes, celles dont vous êtes victime, mais dont sont énormément victimes, énormément de salariés, dans des lieux où il n'y a pas de capital. Dans des lieux où il y a New Management Public, comme on dit, qui est une copie du management capitaliste dans les services publics. Donc, le pouvoir au peuple, il faut donner un certain nombre... On ne peut pas se contenter du slogan, vous comprenez, et dire je veux abolir le système. Parce que le système, c'est quoi? C'est pas une espèce de broyeuse totalitaire qui génère des victimes. C'est pour cela que je suis marxiste, comme chercheur. Parce que Marx, il m'aide à comprendre qu'on n'est pas pris dans une domination dont on peut se sortir que par je sais pas quoi, on va péter, on va tout faire péter. Ça, c'est des illusions. On est pris dans une contradiction. Le capitalisme, c'est un mode de production contradictoire. Je vous en donne un exemple de contradiction. Les gains de productivité, pour qu'il y ait profit, les gains de productivité, ils se font en remplaçant les travailleurs vivants par des machines. Or, la source de la valeur ajoutée, plus exactement de la plus-value, ce n'est pas les machines. Les machines, elles ne font que transmettre leur valeur sous forme d'amortissement aux biens nouveaux. C'est le travail vivant qui crée une valeur ajoutée. Donc, la source du profit, c'est le travail vivant. Et en même temps, il est éliminé. Donc, le capitaliste, il est pris dans une contradiction de ce genre. Sur le plan des rapports sociaux, le capitaliste, il est pris dans une contradiction entre une bourgeoisie qui détient les moyens de production, qui décide du travail des autres à leur place, et puis des autres qui restent pas les bras ballants ou qui s'organisent, comme le font les Gilets jaunes en ce moment, qui s'organisent pour devenir souverains sur le travail. Je crois que c'est très important ça. Je le dis parce que, par exemple, mon ami Étienne Chouard met au centre de la bagarre quelque chose qui paraît faux. L'acte constituant. Pensez que c'est par un dispositif de constitution que nous allons prendre le pouvoir. Que la mère des batailles, c'est que ce soit les citoyens eux-mêmes qui décident de la constitution et non pas des représentants qui vont faire une constitution à leur avantage. Vous connaissez ces thèmes, si Étienne Chouard est venu chez vous, etc. L'autre erreur que j'ai déjà signalée, et qui est d'ailleurs celle de mon parti, entre autres, c'est de dire qu'il faut prendre le pouvoir sur l'argent. C'est celle de France Insoumise, c'est celle du NPA, celle des partis de la gauche, on va dire, globalement. C'est-à-dire qu'il faut une bonne fiscalité qui prenne l'argent là où il est. Et que prendre le pouvoir sur l'argent, c'est devenir souverain. Pour moi, c'est deux fausses pistes. Mais je ne dis pas que j'ai raison contre Chouard et contre mon parti. Je propose mon analyse. Et vous m'avez fait venir pour que je dise ce que j'ai à dire. Merci. Et donc, mon analyse, c'est que le cœur
de la conquête de la souveraineté, c'est le travail. Et que c'est ça qui doit être le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir sur le travail. Moi, je voudrais revenir sur cette question de communisme, pas communisme. Je pense qu'il faut faire très attention à vouloir oublier les mots et ne pas vouloir... C'est pas une leçon que je vous donne, hein, c'est en général quand je dis, monsieur disait tout à l'heure, il faut que nous décidions collectivement ou en collectivité, ou je sais plus comment vous avez dit. Je pense qu'on a une mémoire à ne pas oublier, c'est un devoir de mémoire. Et que dans notre histoire, on trouve le communisme, comme on trouve comme d'autres idéologies. Et je trouve vraiment très très regrettable aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui fait la difficulté de nos luttes. Et la difficulté des gens à s'entendre, ou des gens qui disent moi je suis de gauche, mais attends, Mélenchon écrit trop. Moi je suis de gauche, mais là attention, celui-là il est trop de gauche parce que voilà, le communisme c'est des milliers de morts, c'est les stalags, c'est les goulags, etc. Je pense hier soir on a vu un film qui s'appelle Les Jours Heureux de Gilles Perret, qui raconte la naissance du Conseil national de la résistance. Ben, ces communistes-là, ces partisans-là, mais c'est notre fierté, on devrait tous... Je vote pas communiste, je vote insoumis, donc je suis à l'aise pour dire ça, mais on devrait mettre tous leurs noms au fronton des mairies. Et je crois qu'il faut faire... Je donne un petit exemple. J'ai travaillé pendant 25 ans, même plus, dans les foyers de jeunes travailleurs, à Cannes, le foyer de jeunes travailleurs, parce que ça fait quand même un peu prolo, hein, à Cannes. On l'appelle Espace Mimon. Et moi, je m'appliquais à dire, je travaille... Ah, vous travaillez à l'Espace Mimon? Non, je travaille au foyer de jeunes travailleurs, Logis des Jeunes de Provence. Et encore, il avait un nom, il avait Logis des Jeunes de Provence. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il me semble que mon exemple est assez clair. Merci de votre témoignage. On est international, mais j'ai mon fils qui est en Belgique et qui travaille, et dans le contexte actuel, on a toujours peur de se retrouver au chômage. Quand même, on évite d'y aller, quoi. Il a le CDI, par exemple. Enfin, c'est juste un témoignage, mais ça m'interpelle par rapport à la notion du travail à l'individu. Enfin, d'ailleurs, à 18 ans, voilà, on a autant. C'est une dignité de vie, en fait. Et puis après, on fait quelque chose, puis après on veut faire autre chose, et puis après on évolue, les choses changent. Et lui, justement, il a voulu faire une reconversion, il a voulu faire autre chose. Il n'a pas pu, parce qu'il aurait fallu qu'il se mette au chômage pour pouvoir avoir la possibilité de faire une formation, ce vers quoi il voulait aller, quoi. Donc il est resté par peur de ne plus retrouver d'emploi, parce que, enfin, quand on se retrouve dans... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai trouvé ça aberrant. Oui, mais il faut se mettre au chômage, parce que sinon tu n'as pas ta formation, quoi. J'ai trouvé ça aberrant. Et je pense que ça rejoint le propos d'aujourd'hui, il me semble. Et puis je voulais évoquer aussi le problème des étudiants, qui non seulement ils sont nus, mais on les rend redevables avec les prêts. Redevable à vie, quoi. On n'est plus dans le salaire à vie, on est dans la redevabilité à vie. On voit bien aux États-Unis, je ne sais pas si ça va créer une bulle ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais quand on voit que les étudiants doivent s'endetter, commencer une vie en s'endettant, en n'étant même pas sûr d'avoir un travail, enfin, pour pouvoir rembourser, et devoir être dans cette situation de devoir rembourser. Enfin, moi, c'est des aberrations. Bon, j'ai pas de solution, si ce n'est que, effectivement, c'est quelque chose qui doit être à l'intérieur de nos réflexions, de repenser par nous-mêmes, de oser retravailler notre imaginaire. Et je veux te faire une petite parenthèse aussi sur votre projet, parce que du coup, moi, ça rejoint le CNR, en fait, les idées où on a des idées, puis pouf, là, il y a une opportunité, on les met en place, quoi. C'est le salaire enfin la sécurité sociale agricole, enfin je sais pas comment vous appelez ça. Agricole, oui. La mutualité sociale. J'ai eu l'occasion de vous écouter là-dessus, et en donnant la possibilité
possibilité de... Bon, je sais pas, c'est peut-être pas le Ah, la sécurité sociale de l'alimentation. Oui, oui. Ah, d'accord. Bah Ok. oui, enfin, en même temps, ça reste dans le même ordre d'idée, quelque part, je pense. D'accord. J'en sais rien, mais... Oui, bien, merci aussi de votre témoignage à propos de l'exemple de votre fils qui devrait passer par le chômage pour avoir droit à une formation et qui du coup ne le veut pas parce qu'il y a une forme de relégation dans le chômage. Et vous avez parlé justement le fait d'attribuer une ressource qui donne à chacun la dignité de soi. Hein, c'est ce que vous avez dit. Et je voudrais inverser justement une formule classique qui a été utilisée. Tout travail mérite salaire. Non, c'est tout salaire mérite travail. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord que nous soyons confortés en tant que personne et éduqués à la responsabilité. Pour qu'en réponse à cette confirmation de nos personnes par une qualification et un salaire lié à cette qualification, nous assumions une responsabilité en matière de travail. Mais il faut renverser cette idée que il faut d'abord qu'on aille quémander à d'autres du travail, ou cette idée que le salaire, ça se mérite, d'accord? Parce que ça se mérite auprès de qui? Auprès de gens qui décident à notre place. Je refuse d'être méritant auprès d'une bourgeoisie que je veux faire disparaître. Donc, mais vous voyez, c'est des changements dans nos représentations. La première intervention insistait sur les changements dans la représentation, à juste titre. On a tellement été habitués, puis il y a aussi le j'en ai chié qu'ils en chient, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, qui sont tellement... C'est tellement dans nos personnes, hein, que l'idée qu'à 18 ans, mais après une école qui nous a formés à la co-responsabilité, j'insiste sur la mutation de l'école que ça représente, hein, bien sûr. Hein, une école sans notes, une école sans filière, par exemple, pour commencer, hein, une école de l'éducation coopérative, enfin, etc., etc. Ça suppose un changement massif de y compris de nos conversations comme parents avec nos enfants, enfin, etc., etc. Dans l'éducation, la responsabilité économique, hein, la responsabilité sur le travail. Mais à partir de notre majorité politique, notre responsabilité doit être reconnue par un droit, hein, notre devoir doit être reconnu par un droit, qui est un droit à la qualification personnelle et au salaire. Sur la question de l'endettement, hein, qui effectivement dans les pays anglo-saxons, comme on dit, enfin les Anglais n'aiment pas ça parce qu'il n'y a pas d'unité idéologique entre les USA et les Anglais, pas du tout. Donc, mais en tout cas dans les pays de tradition anglaise, l'endettement des personnes est assez décisif. Vous avez des films de Ken Loach d'ailleurs qui montrent très bien la chose. Et vous avez d'ailleurs à la sortie une brochure, hein, Abolir la dette, une brochure que j'ai écrite récemment avec un camarade de Réseau Salariat, Travailler sans crédit. Hein. Nous sommes aussi, non seulement nous sommes habitués, hein, à ce que le salaire, ça se mérite par un emploi, mais nous sommes habitués aussi à ce que on travaille pour rembourser la dette d'investissement. On considère que pour investir, il faut s'endetter, hein, et que soit comme travailleur indépendant, on est endetté soit enfin l'entreprise est endettée, soit comme membre d'une entreprise, comme membre d'un collectif, ben, on est endetté collectivement et on va travailler pour rembourser les prêteurs. Là aussi, c'est une question vraiment de représentation. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte, alors que c'est nous qui produisons la valeur? Pourquoi est-ce qu'on accepte d'être redevable vis-à-vis de quelqu'un qui n'apporte que ce qu'il nous a piqué? C'est le capitalisme en 30 secondes, d'accord? Je suis propre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter, vous voyez, il faut des mots. Hein. Le mot bourgeoisie capitaliste, c'est un mot décisif, on ne peut pas le faire sans, vous voyez. Et le mot pouvoir au peuple, c'est trop général. Il faut absolument... parfaitement sur ce que vous dites. D'accord. Quand on veut abolir le système
ce que vous nous décrivez, ça fait partie du système, Voilà. c'est évident, nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur ce point, il n'y a aucun problème. Les propriétaires, hein, prenons l'exemple de cet agriculteur, le Crédit Agricole, Bayer, Lactalis, lui pique l'essentiel de la valeur qu'il produit, ils accumulent tout ça dans des centres dans des portefeuilles financiers, donc ce qu'ils ont ponctionné, hein, ensuite ils nous le prêtent pour l'investissement. Et il faut qu'on leur rembourse ce qu'ils nous ont piqué. Donc, là encore, je dois constater, comme historien du salaire et de la sécurité sociale, que ce sont les communistes qui sont à la manœuvre pour déjouer cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Et on va en arriver à la sécurité sociale de l'alimentation. Je vais parler de la sécurité sociale du soin, de la production de soins. C'est 10% du PIB, hein, c'est pas du tout quelque chose de marginal. Hein. Les soins, c'est 10% du PIB. La production de soins, elle est pratiquement inexistante dans les années 40, 30, 40, 50, même début des années 50. Ce qu'on appelle les soins de ville ne sont pas remboursés, puisqu'il n'y a pas de convention. Hein. Les premiers soignants conventionnés, c'est en 1961, avant il n'y en a pas. Donc les soins de ville, c'est pour de la bourgeoisie, c'est tout. Il n'y a pas de soins de ville. Il y a des offices d'hygiène publique, hein. Il y a de la santé scolaire, il y a de la médecine du travail, il y a de la PMI, mais ce qu'on appelle les soins de ville, infirmiers, kinés, médecins, tout ça, c'est inexistant. Du côté de l'hôpital, jusque dans les début des années 40, il est interdit à des solvables d'aller à l'hôpital. Il faut être insolvable pour aller à l'hôpital. C'est vous dire que la technicité mise en place n'est pas considérable. Il y a même cette contradiction-là que les assurés sociaux de 1930, comme ils sont solvables, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. C'est Vichy qui va rendre possible aux assurés sociaux d'aller à l'hôpital. Donc, dans les années 50, l'hôpital, c'est un lieu de déréliction, globalement. La technicité est très faible et les investissements sont peu de choses. Et puis vous avez plein d'hospices. J'ai l'âge d'avoir visité les hospices dans les années 60, c'est effrayant. Hein. Et puis vous avez des hôpitaux psychiatriques qui relèvent de l'aide sociale, hein, qui vivent d'ailleurs d'une ferme, enfin, etc., des donations, des héritages, enfin, etc. C'est l'aide sociale, hein, c'est pas la sécurité sociale qui assume l'hôpital psychiatrique. Or, tout ça va connaître une mutation, mais considérable, à partir de la moitié des années 50 jusqu'en 75. Là, vous avez 20 ans, là, où on va, d'une part, créer des soins de ville, vraiment, par le conventionnement. On va conventionner des professionnels, et ça va entraîner une considérable progression de ces professionnels, comme travailleurs indépendants, conventionnés avec l'assurance maladie, avec une nomenclature des actes. Et puis, on va, par un investissement considérable, commencer par la tête, on va créer des CHU. La première création, à partir de 58, c'est les centres hospitalo-universitaires, où on joint université et hôpital. Pour bien poser que l'hôpital, c'est plus un lieu de bonnes sœurs. D'accord, j'ai rien contre les bonnes sœurs, hein, je respecte beaucoup les bonnes sœurs, mais je veux dire que c'était un lieu dans lequel la technicité des soins était quand même relativement limitée. On va salarier l'élite du corps médical, là, à travers les profs de médecine, etc. On va faire passer à l'assurance maladie en 70 les hôpitaux psychiatriques, qui relevaient jusqu'ici de l'aide sociale. On va transformer tous les hospices en hôpitaux locaux, avec des lits actifs. Cet investissement énorme va se faire sans appel au marché des capitaux, sans appel au crédit, fût-il public. Et les personnels de cet établissement vont être fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils vont être libérés du marché du travail.
Ils vont être reconnus en tant que personnes titulaires d'un salaire. Comment cela? Pourquoi ça a été possible, ça? Pourquoi est-ce qu'il a été possible de faire un tel investissement totalement au capital, avec des professionnels qui eux aussi ne sont pas des gens sur lesquels il y a l'épée de Damoclès de l'emploi? Parce qu'on a doublé le taux de cotisation à l'assurance maladie, qui était de 8% en 1944, et qui est du salaire brut, qui est de 16% du salaire brut en 1979. Ça n'a pas bougé depuis. Je prends la dernière augmentation, 79. Il n'y a eu aucune hausse du taux de cotisation depuis 40 ans. Ne nous étonnons pas que les hôpitaux soient exsangues. Donc, au lieu que la valeur que nous produisons soit piquée par des parasites qui ensuite nous la prêtent, nous nous la sommes attribuée à nous-mêmes, puisque le régime général jusqu'en 1967 est géré par les travailleurs eux-mêmes. Nous nous la sommes attribuée nous-mêmes à travers une cotisation. La cotisation à l'assurance maladie, c'est une ponction sur la valeur ajoutée qui, au lieu d'aller au profit pour financer l'investissement lucratif, va à une caisse qui va subventionner l'investissement. Les hôpitaux, ils ont été créés par subvention. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire, mais attendez, plutôt que le cycle profit-crédit, je te pique, je te prête, tu me rembourses. On a commencé à dire le roi est nu, ces gens-là n'existent que parce qu'ils ont commencé par être prédateurs. On ne va pas continuer à forger nos chaînes en remboursant des prêteurs. Nous allons nous attribuer à nous-mêmes, c'est ça la souveraineté populaire. Mais on est sur le travail. Nous allons nous attribuer à nous-mêmes la part de la valeur ajoutée qui est nécessaire pour financer l'investissement hospitalier. Et l'investissement hospitalier ne va pas relever du crédit, même pas du crédit public, d'accord? Il relève de la subvention. Et on a inventé à la place du cycle profit-crédit, le cycle cotisation-subvention. Cotisation-subvention. Et évidemment que la subvention de l'investissement de cette année génère l'an prochain plus de travail, donc plus de valeur, qui va être cotisée pour subventionner l'an prochain un investissement nouveau qui, dans 2 ans, générera plus de travail et donc plus de valeur qui sera cotisée pour subventionner dans 2 ans. On est sorti de la logique du crédit. Vous voyez, il y a 2 carcans dans nos têtes dont il faut que nous nous débarrassions si nous voulons conquérir la souveraineté populaire. Premier carcan, l'emploi. Le salaire lié à l'emploi. Non, le salaire doit être lié à la personne. Et deuxième carcan, la dette. On ne peut pas financer autrement qu'en s'endettant. On ne peut créer de monnaie que par l'endettement, enfin, etc., etc. Ben non, pas du tout. Nous avons fait la démonstration pour 10% du PIB, pas pour un petit truc. Que nous pouvons... Et ça, c'est une innovation communiste. Au sens où, de fait, ce sont des administrateurs CGT largement communistes à l'époque qui ont initié tout cela, mais aussi parce que nous sommes bien dans une logique de conquérir la maîtrise de l'outil et, d'une part, de la propriété de l'outil. Et pendant longtemps, les soignants, ils ont soigné pour soigner. Aujourd'hui, ils sonnent pour rembourser une dette. Du coup, ils ont perdu toute maîtrise. C'est les gestionnaires qui maintenant dirigent l'hôpital. C'est plus du tout les soignants. Et les gestionnaires, ils ont inventé à la place de la clinique des protocoles. Les soignants, ils appliquent des protocoles. Ce qui montre bien qu'il ne suffit pas que l'outil de travail ne soit pas capitaliste. Il ne suffit pas qu'on ait un salaire à la qualification personnelle. Encore faut-il être décidé à décider. Mais c'est arrivé. Puisque... Oui, mais pourquoi est-ce que les soignants se sont laissés faire? Pourquoi est-ce que les soignants ont accepté de perdre leur maîtrise du travail? En souffrant d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont accepté la souffrance au travail? Parce qu'ils ne s'en sont pas aperçus, parce qu'ils sont généreux. Mais la générosité communiste, c'est la décision
parce qu'il faut être très généreux pour cela, c'est la décision de décider. Or, pour le moment, nous ne sommes pas sur ce trip-là. Pour le moment, parce que dès l'enfance, nous avons été biberonnés à l'irresponsabilité en matière de travail. C'est pour cela que c'est sur le travail qu'il faut faire porter et notre énergie militante et notre culture et le changement de nos représentations. Il y a des gens qui lèvent la main. Ah non, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Parce que malheureusement nous avons un temps déterminé pour la salle, même nous sommes dans un débat absolument passionnant, donc je pense que je vais laisser la parole à la dernière personne qui a demandé, désolé Joseph, hein. Et nous avons ensuite dans la salle de devant, là, dans la pièce, dans l'entrée, un petit apéritif convivial qui nous permettra peut-être de continuer le débat aussi. Et enfin, je vous rappelle que nous sommes une association, nous avons une petite boîte à la fin. Cette conférence est gratuite. Ceux qui veulent nous aider à financer un petit peu les frais de fonctionnement de tout cela, merci beaucoup. La dernière question, la dernière intervention, pardon. Merci à Bernard Friot et à toutes les questions, c'était assez enrichissant, comme d'habitude. Il y a la pratique et les mots, et on a beaucoup parlé de mots, il y a eu un débat sur la question du communisme, et en fait il y a un truc dont je pense qu'il faut qu'on soit tous très conscients dans notre militantisme, c'est de faire attention à pas se chercher des excuses en disant ah, vous voyez ça a été sali, c'est plus pur, je veux pas, moi j'ai envie de rester pur, et donc ça c'est un truc qu'on fait tous, hein, je l'ai fait beaucoup aussi, c'est comme ça que j'en ai pris conscience, en me rendant compte que je faisais ça, donc on se trouve des excuses pour ne pas faire finalement. Parce je peux vous donner on utilise ce qu'on appelle un effet domino. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose de sale, donc on va généraliser. Je vous donne un exemple. Hein, aujourd'hui, on parle de l'anthropocène. On dit il y a des hommes qui polluent, qui font des choses négatives pour notre environnement. Donc l'homme en entier est responsable. Mais c'est faux. À la limite, c'est un capitalocène aujourd'hui. D'accord ? C'est pas, et parce que combien d'entre nous ici se battent justement pour dire non, nous on n'a pas envie de ça, on a envie d'améliorer le monde, on a envie de décider et de pouvoir produire un monde différent. On a été biberonné à l'anticommunisme en fait dans notre pays. On est un des pays phares du développement de l'idéologie anticommuniste pour tout un tas de raisons. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, je m'en fous que vous aimiez ou pas, c'est pas le problème. Mais regardez aussi comment on nous a appris à détester le travail. Comment on nous a appris à détester la technique et les machines aussi. Parce qu'il y a une grosse pensée anti... voilà. Comment, alors que je ne dis pas que ça peut être mal utilisé, ça peut être très mal utilisé, mais c'est aussi extrêmement libérateur. Donc pourquoi on ne voit qu'un côté, j'ai envie de dire. Comment on nous a appris à détester les gilets jaunes? Regardez, en quelques semaines, imaginez-vous qu'il y aurait eu 10 gilets jaunes qui prenaient des LBD et qui ripostaient. Imaginez un peu les criminels que ça aurait été. Voilà, je veux dire par là, il faut faire attention à ça, et en fait, tout est fait pour nous diviser, en fait. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce que Bernard a mis en évidence avec ses recherches, c'est qu'il nous montre que de 18 ans à la mort, on est des travailleurs, et qu'on est une seule grande classe, et que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va garder nos gilets jaunes, nos PC, nos FI, etc., tout ce que j'ai entendu, les CGT, etc., mais on est une seule grande classe qui doit s'unir dans son effort pour récupérer le pouvoir sur le travail. C'était pas vraiment une question, mais je sais que tu peux réagir dessus. Non, merci beaucoup. N'oubliez, en plus des sous pour le truc, il y a aussi la bataille du livre à mener, parce qu'il y a des producteurs derrière tout ça, dont Bernard. Voilà. Oui, alors c'est vrai que vous avez à la sortie une table avec des ouvrages, avec des brochures. Vous pouvez regarder, en particulier sur la sécurité sociale de l'alimentation, la conclusion du travail en jeu des retraites expose cette problématique de sécurité sociale de l'alimentation sur le modèle de la sécurité sociale du soin. Mais j'ai pas eu le temps, d'ailleurs je crois qu'on va terminer là. Merci vraiment beaucoup pour... Merci beaucoup.